Le grand piège, c'est de commencer en disant alors, ok, j'ai ma conférence, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le plus grand piège encore, c'est de commencer par l'histoire waouh du début. Dire alors, comment je vais commencer pour faire un petit effet? C'est le pire parce que tu loupes l'étape fondamentale de prise de recul. Attends, qui j'ai en face de moi? Quel profil? Quelles connaissances ont-ils de mon sujet? Est-ce qu'il y a des peurs en face? Quelle image ont-ils de moi? Tu vas voir que si tu fais cet exercice qu'on appelle en rhétorique l'étopée, c'est dessiner le portrait robot de ton audience, tu vas voir à quel point ça va influencer ensuite tes arguments, ton contenu. Salut Estelle. Salut Mathieu. Merci beaucoup de revenir sur ce podcast, puisque ce podcast, tu étais venu pour le 5e épisode. Ouais. Le podcast s'appelait à l'époque Work in Progress. Ça Il date y a eu un moment d'hésitation. Oui, parce qu'il a changé de nom plusieurs fois depuis. Work in Progress, on explorait le futur du travail. Aujourd'hui, j'ai recentré ça sur le personal branding. Grand mot. Le podcast s'appelle Bonne Réputation. En gros, on regarde un peu comment faire pour construire une marque autour de soi qui nous serve dans la vie professionnelle, qui permettent d'inspirer, de potentiellement créer de l'autorité, de créer de la confiance, de créer du réseau, voire de créer du business. Et avec mes invités, on parle beaucoup de stratégie, du coup, de communication par le biais notamment des réseaux sociaux, et c'est surtout à l'écrit, mais assez peu de prise de parole à l'oral. Du coup, c'est pour ça que je suis ravi que tu sois là. Moi, c'est un peu une corde qui manque à mon arc, même dans mes accompagnements avec mes clients, ça s'arrête beaucoup à l'écrit. Or, un dirigeant, pour avoir de l'impact, il va avoir besoin de porter son message potentiellement en conférence, dans les médias, de pitcher une levée de fonds, d'aller délivrer aussi un message important à son équipe. Il y a le format vidéo qui émerge aussi, les vidéos courtes. Beaucoup de dirigeants se mettent en scène aussi sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, peu importe, mais en vidéo courte. Et donc, il y a ce besoin aussi pour porter son message, pas que travailler l'écrit, mais de travailler aussi sa voix. Et la question fil rouge que je voudrais explorer avec toi aujourd'hui, c'est quels sont les fondamentaux pour faire passer ces idées avec conviction, et finalement comment prendre la parole aussi avec autorité, à l'oral, bien sûr. Ça serait cool qu'on sorte de là avec les grands chantiers. Je sais qu'on pourra pas tout couvrir, mais les grands chantiers à travailler pour comment je fais pour prendre la parole à l'oral, et peut-être quelques clés d'action concrètes si tu en as dans ta besace. Mais avant, je vais te laisser te présenter, Estelle. Alors Estelle, j'ai 32 ans. J'ai grandi avec un papa parisien et une maman bourguignonne qui est coupe-feu. Les vrais savent. Et il y a une ribambelle d'agriculteurs du côté de ma mère. Et moi, j'habite entre Paris et Chambéry, un petit village dans les Bauges. Et je consacre la moitié de ma vie au théâtre, à la scène, où je joue et je chante, et l'autre moitié à la prise de parole en public, où j'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des hommes et des femmes politiques en prise de parole, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc, je vais bosser parfois sur que des traces écrites, des squelettes, et pas du tout sur l'incarnation, par exemple. Ça dépend des besoins. Et bien justement, pour entrer dans le vif du sujet, tu accompagnes du coup des dirigeants, des politiques. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux dans leurs besoins, mais moi, la première question, c'était quels sont les principaux problèmes ou défis que rencontrent ces gens-là, plutôt des managers ou des dirigeants. Là, c'est le sujet plutôt les auditrices, auditeurs sont plutôt du côté manager-dirigeant. Quels sont les principaux défis qu'ils rencontrent quand ils viennent te voir sur de la prise de parole plutôt orale, bien sûr? Oui, alors c'est vrai que ça dépend finalement quand même des profils, même s'il y a 3 problématiques dont je pourrais te parler, les 3 grands besoins, défis avec lesquels on vient frapper à ma porte, mais ça va quand même dépendre des profils. Il y a par exemple un homme que j'accompagne depuis 1 an et demi qui vient de reprendre la direction générale d'un grand groupe qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Avec lui, on a bossé sur déjà comment j'ai le poste via mes prises de parole, comment je défends ça. Et une fois qu'il a le poste, comment il délivre ses discours pour déployer la vision auprès de tous ses salariés. Par exemple, pendant le Covid, j'avais un directeur d'hôpital. Et là, le défi, c'était de la com de crise face à ses brancardiers, ses infirmières. Comment tu viens porter un discours? Mais si je prends du recul, il y a quand même 3 grandes problématiques qui reviennent. Tu as le besoin de gagner du temps et de l'énergie sur ta préparation, pour pas que l'exercice devienne énergivore. Donc c'est la prépa. Et là, j'ai des modèles tout chauds qui sortent du four que j'envoie. La deuxième problématique, c'est comment est-ce que tu structures ton discours en fonction de tes objectifs.
Et la troisième problématique, le troisième défi, c'est comment est-ce que tu incarnes. Il y a des gens qui viennent et qui sont très très forts pour structurer les ingénieurs, les consultants. Et par contre, ça peut manquer de vie, ça peut manquer d'aisance sur scène. Quand je parle de scène, c'est cliché, mais ça peut être juste autour d'une petite table devant 2-3 personnes. Donc la troisième problématique, c'est l'incarnation. Préparé, structuré, incarné. Ouais. Ok. Boum, Ok. boum, boum. Ah, mais c'est bien. On est très structuré là pour le coup, c'est Ouais. parfait. On n'a pas forcément super bien préparé, mais on est très structuré. Euh, ok, top. Et du coup, t'en as un petit peu parlé, mais donc c'est quoi les différents cas de figure qu'ils rencontrent. Enfin, moi, on a tous en tête quand on parle prise de parole en public, le TED Talk ou la grosse conférence devant 300 personnes, mais en fait, il y a plein de cas de figure, non? Bien sûr. C'est quoi ceux que tu as le plus, tu vois, finalement? Ouais, c'est assez équilibré. J'ai des conférenciers, Ouais. type Vivatech, l'événement Big de BPI. En ce moment, j'ai une chercheuse qui fait des congrès à l'international, donc des congrès scientifiques. Et tu as le format table ronde qui revient beaucoup. Ok. Tu as le format média, où là, alors ça peut être un homme ou une femme politique qui prend la parole à heure de grande écoute le matin. Et là, je joue la journaliste coriace. Ok. Je filme et on vient travailler le débat et aussi le non-verbal. Comment tu réagis face à une question qui te déstabilise. Et souvent, je fais venir des petits groupes. On travaille à 4-5 et je donne des numéros d'agressivité aux gens. Donc, ta numéro 1, il est agressif, mais il se tait, donc c'est dans le non-verbal. Il souffle, Ouais. il se lève, il regarde son portable. Le 2, il pose des questions dérangeantes. Le 3, il se lève, il insulte. Ah ouais, et le 5, c'est quoi du coup? Non, je t'arrête à 3. C'est une tarte, il se bat. Ok, donc ça, c'est du média training C'est en du fait. média training. Donc, c'est de la prise de parole face caméra. Après, je dis communication de crise, mais j'ai aussi des entrepreneurs qui passent sur BFM Business. Ouais. Et c'est calme, c'est tranquille. Et tu as, mais c'est aussi la stressant. radio. C'est stressant. Ouais, complètement. Tu as les néons. Tu as parfois des ambiances pas terribles aussi sur certains plateaux. Ouais. Donc, c'est un peu l'usine. Et tu as la prise de parole quand même de vente. Ok. C'est un format à part. C'est ce qu'on appelle le pitch, ça? Le pitch. Ok. Ouais. Le pitch, où tu as, par exemple, je travaille avec des fonds d'investissement qui vont lever des fonds pour leurs propres fonds, des entrepreneurs qui lèvent des fonds pour leur boîte auprès de ces mêmes fonds d'investissement. Et parfois, j'ai des sujets de vente un peu à part. C'est souvent des appels d'offres publics, des auditions. C'est le format de l'audition, où tu viens vendre à des élus. Donc, par exemple, j'avais un gars qui vendait des usines d'incinération, donc à des collectivités. Donc là, c'est très protocolaire comme pitch de vente. Ok. Donc, tu as ça, la vente. Et puis après, et j'avoue que moi, je crois que c'est ce que je préfère, c'est la prise de parole autour de la table, qui est beaucoup moins waouh. Mais souvent, c'est le lieu, l'espace sacré de la stratégie, là où tu as envie de faire passer des idées clés à tes actionnaires, à ton équipe, lors d'un one-to-one. Et j'adore travailler sur ces prises de parole-là. Ok, donc sont pas filmés. tu prépares aussi ces moments à enjeu. Ouais, bien sûr. Ok. Pour certains moments, évidemment, on ne vient pas me voir avec la réunion à mi-parcours. Ouais. Mais j'ai parfois des prises de parole qui sont très techniques, où il y a du légal qui rentre en compte, ou de la négociation. Et c'est passionnant parce que c'est comme un feuilleton. Tu as le feuilleton numéro 1, feuilleton numéro 2. Et c'est une gymnastique intellectuelle qui est rigolote. Ils reviennent avec j'ai gagné ou non, je me suis fait laminer et tu repars à l'attaque. Tu repars à l'attaque. Ouais. Ouais. Ok. Ah ouais, donc ok, conférence, pitch, table ronde, média training, audition, moment en jeu. En fait, c'est trop cool qu'on balaye aussi tous ces moments-là parce que c'est juste pour se rendre compte aussi aux auditeurs que c'est des moments. Il n'y a pas que des moments extraordinaires, il y a aussi les moments du quotidien, quoi. Ouais. Et, mais je te jure que moi je les trouve extraordinaires dans le sens mais oui, ils sont ordinaires, mais en fait il Faut y pas les a rater. tellement de choses exactement. Parfois tu surprépares une grosse conférence, t'as passé 2 semaines à faire tes slides, le visuel, machin, et une prise de parole stratégique au détour d'un couloir, même devant la machine à café, tu l'as pas préparé, t'as pas structuré tes idées, et finalement c'était là où il fallait mettre ton énergie pour embarquer. Et alors, alors, j'imagine que ça va dépendre de l'exercice, mais est-ce qu'on peut revenir sur les
sur les différentes étapes pour muscler sa prise de parole. Tu vois, moi, j'arrive, je dis j'ai une grosse conférence qui me stresse pour dans un mois, mais c'est vrai que j'ai aussi une table ronde, et puis je vais passer dans pas mal de médias, il y a un lancement, etc. J'arrive avec un truc un peu flou comme ça. Je vais passer dans pas mal de médias. Comment je fais pour muscler la prise de parole? Je crois que tu avais. J'ai vu sur ton site que tu avais fait ça de manière très visuelle. Moi, je suis visuel, j'aime bien, donc avec une maison, je crois. Est-ce qu'on peut revenir sur ces étapes-là? J'avais publié un article il y a quelques temps sur Bienvenue dans la maison de la prise de parole. Et on m'avait dit, ah, mais c'est génial, t'as acheté une maison, tu vas faire des stages de prise de parole. J'ai dit, non, c'est juste une image. C'est juste une image. J'adorerais avoir la maison de la prise de parole. Mais l'image, c'était de partir déjà de l'étape de la préparation, qui est essentielle. Et là, si on simplifie, on va à l'essentiel. Tu as 3 étapes dans cette partie de la préparation. Là, tu viens avec plein de choses, Mathieu. Tu as ta table ronde, je suis un peu fouillis là, je suis stressé. Il faut qu'on commence par quelque chose. Donc, okay. Imaginons qu'on commence par une conférence. Ouais. Et la première étape, c'est de se demander qui j'ai dans la salle. Ok. L'audience. Le grand piège, c'est de commencer en disant, alors, ok, j'ai ma conférence, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le plus grand piège encore, c'est de commencer par l'histoire waouh du début. Alors, comment je vais commencer pour faire un petit effet? C'est le pire parce que tu loupes l'étape fondamentale de prise de recul. Attends, qui j'ai en face de moi? Quel profil? Quelles connaissances ont-ils de mon sujet? Est-ce qu'il y a des peurs en face? Et quelle image ont-ils de moi? Si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aimerais entendre? Et tu vas voir que si tu fais cet exercice qu'on appelle en rhétorique l'étopée, c'est dessiner le portrait robot de ton audience, tu vas voir à quel point ça va influencer ensuite tes arguments, ton contenu. Tu vas aller un peu plus loin dans la technique ou au contraire un peu moins loin, tu vas être plus pédagogue, tu vas t'autoriser quelques histoires personnelles, ça va influer. Ce que tu veux dire quand même aussi par là, c'est que je peux pas venir avec je veux juste mieux prendre la parole parce que je vais avoir pas mal de passages médias là. Il faut quand même venir préparer en fait le lieu et à qui tu vas parler compte énormément quoi. Bien sûr. Ok. Et après ça se recycle, mais souvent les profils rencontrent, à part des profils très atypiques, je pense à la BPI où ils ont plein de publics différents. Ils vont faire une table ronde devant des experts de la tech, le lendemain c'est des experts de l'innovation, le lendemain c'est le climat, enfin c'est des prises de parole qui sont larges. Donc là à chaque fois il faut refaire le travail, mais quand même dans le commun des mortels tu t'adresses plus ou moins à 5-6 cibles, des journalistes, des entrepreneurs, des actionnaires, ton équipe. Ok. Donc tu peux dresser ces portraits robots, ça se recycle, même si j'invite chacune à refaire l'exercice parce que ça change, ça évolue. L'image qu'ils ont de moi évolue. Et c'est d'autant plus intéressant de faire ce boulot quand c'est ton équipe, quand c'est les personnes avec qui tu bosses souvent. De te dire, bah non, mais je la connais, c'est Delphine et Jérémy, je vais pas faire ça. Au contraire, ça fait 8 ans que tu bosses avec eux et de se dire, tiens, quel est leur état émotionnel du moment vis-à-vis de ce projet-là spécifiquement. Donc l'audience, tu perdras pas une seconde à bosser dessus. Ok. Et donc à chaque fois, par exemple... Je suis manager, je suis dirigeant et je vais passer dans plusieurs podcasts parce que ça aussi c'est un nouveau truc de prise de parole où ça peut on peut se dire ah mince je vais parler pendant 1 heure quand même, faut pas que je dise trop de conneries. Je vais passer dans plusieurs podcasts, il y en a pas mal qui font ça. Maintenant c'est dans des stratégies RP relations presse, il y a souvent aussi les podcasts. Du coup chaque podcast faut quand même s'intéresser à l'audience du podcast du coup. Bien sûr. Si tu fais un podcast spécialisé dans le légal. Tu vas prendre en compte que tu vas avoir des étudiants en droit ou des jeunes actifs dans le domaine qui vont t'écouter et il va falloir que tu orientes ton discours sur ça. Ça va impacter la technique. Tu vas aller beaucoup plus loin dans la technique. Alors que si tu étais sur un podcast un peu plus entrepreneurial, tu vas pas te balancer l'article 2 du droit du travail. Ah non mais clairement. Ok, donc premier... Audience. Ensuite, deuxième étape, sur 3, tu as le format très simple. Donc, est-ce que j'ai un micro, pas de micro? Est-ce que j'ai des notes? Est-ce que j'ai des slides? Est-ce que quelqu'un parle avant moi? Si oui, qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un après? Assis, debout. Et la troisième étape, une fois que tu as l'audience, le format, c'est d'atterrir sur une idée clé. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire en une phrase? J'insiste avec un sujet, un verbe, un COD. C'est pas juste je vais parler de l'identité. Et
Là, c'est une mission presque d'artisan, de tailler, de ciseler ta phrase pour qu'elle soit la plus précise possible. Ça, c'est valeur sûre, étape, préparation. Je te la fais efficace, mais tu vois, finalement, en 2 minutes, tu peux dérouler les étapes. Ok, c'est marrant, c'est un peu parfois j'accompagne moi des entrepreneurs à prendre la parole sur LinkedIn. C'est un peu la même logique pour un post. Un gros problème parfois de gens qui écrivent bien, mais juste qui n'ont pas l'habitude de ce format finalement de prise de parole à l'écrit, mais où le temps d'attention est très faible des gens en face, c'est de mettre 2 idées dans un seul post. Ben non, en fait, c'est une idée, un post. Et t'as pas beaucoup d'occasions de choper l'attention des gens. Et donc même après, une fois qu'on a l'idée, le post, il va falloir que 80% de l'idée soit même dans l'accroche, quoi. Ouais. C'est très exigeant. Et ça, donc ça, tu le prépares. Ça, c'est plutôt à l'écrit. Là, on est encore plutôt dans la préparation. Et tu sais à qui tu parles. Tu sais ce que tu veux leur dire. Et ensuite, comment tu déroules ton histoire, tu vois, comment tu choisis quelle histoire raconter, en fait. Alors, déjà, ça va dépendre de tes objectifs, du contexte. Mais quand tu rentres dans l'étape de la structure, il faut que tu sois sûr de tes objectifs. Est-ce que ton objectif, c'est d'aller à l'essentiel, de convaincre, de faire passer le plus rapidement ton idée? On dit être sharp, incisif, tranchant. Et là, j'ai un format où l'idée, c'est pas de raconter une bonne histoire, c'est d'être compris. Donc, j'utilise un format qui vient du monde du conseil. C'est la pyramide inversée, la communication pyramidale. Elle vient de Barbara Minto, qui était une femme qui est une des premières à avoir eu des responsabilités chez McKinsey, cette grosse boîte de conseil dans les années 60-70. Et bref, je te passe tout l'historique, mais l'idée, c'est tout de suite d'arriver avec l'idée clé. Spoiler, je te fais pas attendre, je libère ton esprit, cher dirigeant, et je te donne l'idée clé. Et ensuite, je vais te dire mes 2, 3, 14 arguments qui appuie mon idée clé. Et ensuite, une fois que j'ai fait que j'ai déroulé tous mes arguments, j'ai ce qu'on appelle les points supports. C'est les histoires, les faits, la data, les chiffres qui viennent argumenter et soutenir les idées. Mais en fait, naturellement, tu sais, nous, on pense pas du tout en mode pyramide. Si je t'écris une carte postale depuis Chambéry, je vais te dire, cher Mathieu, tu sais, alors tout ça est faux, hein. J'ai rencontré mon amoureux à Chambéry il y a 2 mois. J'ai aussi repris des études d'architecture. Il y a une super école d'architecture à Chambéry. Et j'ai découvert un centre de plongée au lac du Bourget. Et donc, c'est pour ces 3 raisons que j'ai décidé de déménager à Chambéry. Ça, c'est version escalier. C'est déductif. C'est un raisonnement déductif. La conclusion arrive à la fin. C'est ce qu'on fait. Il y a une petite tension. C'est qu'est-ce qu'elle va nous dire. L'inverse, la pyramide qui est sèche, qui vise pas du tout à embarquer, effet waouh, pas de tension. Tout de suite, je vais dire, Mathieu, je déménage à Chambéry pour 3 raisons. Une raison personnelle, une raison professionnelle. Et Mathieu, on n'a pas de temps à perdre. Non, mais c'est ça, ok. Et donc ça, c'est très bien pour, par exemple, j'imagine, un passage radio ou des moments où tu as très peu de temps de parole, non ? Ou une prise de parole dans un board, sur une table ronde, où en fait, il y a 30 secondes, quoi. Exactement. Après, attention, la pyramide, tu peux la dérouler sur 1 heure. C'est pas forcément quand tu as très peu de temps, mais ça peut être dans le cadre, par exemple, d'un comité exécutif où on doit prendre une décision. T'es DAF d'un grand groupe et tu vas dire, moi, je recommande, d'acheter ces 5 nouveaux avions pour faire décoller notre compagnie. Et le piège, ce serait de dérouler tous les arguments pour dire à la fin, oui, d'accord, je recommande. C'est tout de suite de libérer les esprits des gens qui sont en face. Et de se dire, attends, ils sont pas, des lecteurs de polar qui se délectent des méandres de ton raisonnement jusqu'enfin au bout à arriver sur la solution, oui ou non. Et donc ça, ce format pyramidal, c'est un format que tu recommandes tout le temps, où il y a d'autres manières justement, de raconter une histoire ou de capter l'attention, de susciter l'intérêt, de délivrer un message qui correspondent peut-être à d'autres contextes. Oui. Évidemment, si tu veux embarquer une équipe, faire un discours de pot de départ, un discours de début d'année inspirant, tu veux créer de la tension, du suspense, tu fais tout sauf la pyramide. Donc là, l'idée, c'est d'embarquer avec, en effet, des histoires. Ça n'a rien à voir. Et par exemple, pareil, le pitch, la structure du pitch pour vendre, c'est pas vraiment totalement la pyramide non plus. T'as une structure qui est un peu différente, où t'as la problématique, la solution. Et comment
Et pour le coup, sur la partie, je veux faire un petit discours inspirant, un passage où même je passe dans un podcast, j'ai un peu le temps et je veux prendre 5 minutes pour raconter quelque chose d'inspirant. Là, est-ce qu'il y a une structure établie à suivre ou comment on fait quoi? Ouais. Alors, je viens d'une école où, tu sais, j'ai fait de l'improvisation théâtrale. Ouais. Donc, l'improvisation, c'est tout le temps raconter des histoires finalement et en inventer. Et tout le temps en dire live. oui. Jamais non. Oui, c'est vrai. Et mais après, pas tu non, passeras à un niveau où parfois tu as intérêt à dire non. Ok. Disons que dans cette école-là, on te dit pars de la simplicité, pars de faits très simples. Ne cherche pas à être original, drôle, et tu seras sûrement accidentellement drôle, original, brillant, via des choses très simples. Ouais. Et tu vois, alors en écoutant, alors c'était en venant ce matin en vélo, j'écoutais un podcast. Il ne faut pas dire que j'écoute des podcasts sur mon vélo. Ah oui, tu peux te faire verbaliser d'ailleurs. Tout à fait. Je peux mourir et ne plus jamais parler. Et accessoirement avoir un accident. Ouais. Mais j'écoutais un podcast de Delphine Orviller, qui est cette rabbin femme et autrice qui a fait un discours d'ouverture à Sciences Po pour l'année scolaire. Et elle dit devant... J'ai le temps ou pas de développer cette histoire? Ah ben bien sûr, bien sûr. Ce sera un bon exemple, comme ça, c'est tout frais de ce matin. Elle commence en disant « Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter comme histoire ?» Je me suis dit « J'aimerais bien les inspirer. Ouais. » Et pour venir à Sciences Po, elle dit « J'ai pris un taxi. » Et en mettant le pied dans le taxi, je me suis souvenue d'une histoire où j'ai pris un Uber il y a quelques mois. Et j'arrive dans ce Uber et on me demande si je veux un bonbon, une bouteille d'eau, recharger mon portable. Et je dis « Oui, j'accepte. » On me demande si je veux mettre de la musique, volontiers. Le chauffeur met en route son enceinte et là, je reconnais tout de suite les premières notes. C'est de la variété française, j'adore. Je lui dis, mais j'adore cette chanson. Et le chauffeur Uber me dit, ah, moi aussi, j'adore. Deuxième chanson, elle reconnaît les notes d'une chanteuse israélienne, Noah. Elle s'est dit, oh, c'est fou, on a les mêmes goûts musicaux. C'est le destin. Elle dit, je crois qu'elle dit, je tombe amoureuse spirituellement de ce chauffeur Uber qui a exactement les mêmes goûts musicaux. Troisième chanson, c'est Barbara, pareil. Elle adore Barbara. Il lui a fallu attendre la quatrième chanson pour se rendre compte qu'elle était en train d'écouter sa propre playlist parce que le portable était en train de charger. C'était son portable. Ça. Et elle dit, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? Eh bien, parce que souvent, on a tendance à s'enfermer, à écouter ses propres playlists. Ça dit quelque chose de son monde. Et c'est pas forcément ses propres musiques, c'est ses propres playlists affectives, ses propres playlists politiques. Et elle dit que ça raconte quelque chose de notre monde et de l'identité. Et ensuite, elle développe un discours où elle incite les étudiants de Sciences Po à sortir de leur playlist pour aller rencontrer l'autre. Donc, tu vois, ça part de quelque chose qui est complètement anecdotique. Ah, c'est fou. C'est excellent. L'histoire, elle est excellente. Ouais. Et donc, la recette magique pour créer une histoire, c'est déjà d'avoir en tête ton idée clé. Ouais. Pour que ton histoire serve parfaitement ton idée clé. Ok. Elle savait qu'elle voulait délivrer ce message. Oui. Ouvrez-vous aux opinions adverses. Ouvrez-vous ouvrez-vous, quoi. Parfois, il y a des personnes que j'accompagne qui viennent et qui disent « Ouais, j'ai trouvé une histoire, tu vas adorer. » Ils me font l'histoire, elle est géniale, effet waouh garanti, mais c'est pas totalement logiquement lié à l'idée clé, ce qui fait qu'on n'adhère pas totalement. Donc, d'abord, c'est l'idée clé. Ensuite, très simple, un cadre spatio-temporel. Où, quand, à Paris, dans un Uber. Un personnage principal, là c'est elle, plus le chauffeur. Et une action. Avec, pourquoi pas, une péripétie. Okay. C'est la musique qu'elle entend, avec la conviction que c'est la radio et que le destin est à l'œuvre de cette rencontre musicale entre elle et lui. Et en fait, c'est son portable. Il n'y a pas un truc que j'avais entendu pour raconter l'histoire. Elle a vraiment démarré du début pour arriver... Parce que j'avais entendu un truc, la technique de l'ours. J'avais lu ça, c'était vraiment de... Si un jour t'as failli te faire manger par un ours, parce que tu t'es retrouvé entre une maman et ses bébés, ça il faut surtout pas. C'est vraiment très très dangereux de se retrouver entre une maman ours et ses bébés. Il faut pas du tout être au milieu et que t'as failli te faire manger. Bah, en fait, l'idée de la technique de l'ours, c'est de commencer l'histoire par je vais vous raconter le jour où j'ai failli me faire manger par un ours.
je partais en balade, tac, 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 il s'est mis à pleuvoir, je me suis mis dans une grotte, il se trouve... Et c'est mieux de démarrer a priori comme ça, c'est ça moi, que je lisais des storytellers, plutôt que de démarrer. Oui, alors c'était le 5 avril 2018, voilà, c'était le matin, il pleuvait, je suis parti, et en fait, oui, so what, quoi. Et t'arrives super tard au moment clé, au moment pivot de l'histoire, qui fait que tu perds un peu l'attention des gens. Et là, j'ai l'impression que tu démarrais quand même par... Enfin, elle démarrait par j'étais dans un Uber, etc. Ouais, ça dépend parce que parfois, pour certaines histoires, si tu donnes le spoiler, l'histoire n'a plus d'intérêt. T'es d'accord que si je te l'avais dit, oui, c'est vrai. Tu perds tout le sel de l'histoire. C'est vrai. Donc ça dépend si l'histoire en soi apporte de la valeur plus que l'idée clé. Là, l'histoire, elle est complètement anecdotique. Elle n'est pas épique. Peut-être que ton histoire, justement, entre la maman ours et ses petits, elle va être épique, elle va être sensationnelle et en soi, elle se tient, même si, spoiler, tu nous délivres la fin. Il y a certains films où tout de suite, tu as la première image de la fin qui arrive et tu n'as qu'une envie, c'est d'aller au bout pour comprendre pourquoi cette première image. Et il y a plein de films qui, chronologiquement, commencent avec le début et vont jusqu'à la fin, tu vois. Donc ça dépend aussi, il faut le sentir, en fait. Ça, tu vas le sentir intuitivement. Ouais. Si tu as intérêt à créer du suspense ou si tu tires une balle dans le pied. Ouais. Et c'est super intéressant si je récapitule un peu pour les auditrices auditeurs. Les deux manières, en tout cas là tu as donné deux formats pour raconter une histoire, hein, le format de la pyramide inversée où tu donnes tout de suite l'idée clé et ensuite tous les arguments, et le format plutôt storytelling où tu pars de quelque chose tu as ton idée clé en tête, c'est ça en fait le point très important, tu sais l'idée que tu veux et tu sais où tu atterris. Et tu vas trouver une histoire de ton quotidien qui amène à illustrer, enfin qui amène à cette idée de manière très naturelle et qui n'a pas du tout besoin d'être sensationnel, quoi. Ça peut être un fait de vie. Ouais. Après, si t'as pas d'histoire, c'est pas grave. Non. Tu peux simplement rappeler le contexte, dire qui tu es, pourquoi tu es là et ce dont tu vas parler. Ça marche aussi. C'est ce qu'on appelle l'introduction à minimum syndical. Évidemment, si tu trouves une histoire, c'est génial. Ça ouvre les imaginaires. Il faut qu'elle soit vraie aussi, l'histoire. J'ai oublié. Ok. Dans l'idéal. Après, si t'es un très bon menteur. Non, mais c'est ok. Donc ça parle avec le cœur. Ta thématique, ton fil rouge, c'est parler avec conviction, mais c'est vrai que ça rejoint aussi parler avec son cœur et parler avec ses tripes quelque part. Ouais, non, mais je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. Et sur la partie physique maintenant, parce que on parle de la partie très préparation intellectuelle de j'ai un message à faire passer. Il y a plusieurs formats, il y a plusieurs manières d'y arriver. Ça dépend peut-être aussi des personnalités et ça dépend aussi du lieu, ça dépend de l'audience. Physiquement, comment je fais ? Tiens, je vais faire un podcast, donc un podcast ou même un podcast filmé chez BFM. Je suis passé chez BFM il y a pas longtemps parce que faut que tu m'envoies ça. Il y a un gars qui, tu vois, je me suis dit j'aurais bien aimé être préparé par Estelle parce que c'est un cadre complètement nouveau et en plus on était 4 autour de la table et donc le Ludovic qui m'a invité, merci beaucoup à lui. Il anime et il distribue la parole de manière assez inattendue en plus. Et t'as 1 minute et hop. Et c'est pas du tout un format comme là, long, où on peut rentrer en profondeur. J'essaie de ne pas trop te couper, etc. Là, au contraire, ça faisait un peu le mode télé, c'est filmé, c'est un peu impressionnant. Et du coup, je me disais, mais physiquement, en fait, j'avais pas les armes physiques, tu vois, de respiration et tout. Comment je fais pour me préparer à ça ? Il y a un piège. Souvent, on nous dit quand tu as un grand stress, respire un bon coup. On nous dit ça. Allez, respire un bon coup. Et donc, après. Souvent, tu remplis tes poumons, tu gobes de l'air, tu te bourres d'air et il n'y a rien de mieux pour se mettre en apnée. Donc, tu vois, là, je suis en apnée. Donc, je vais avoir tendance, si vous parlez vite, si vous avez parfois la voix qui descend dans les aigus, qui monte dans les aigus, si vous déglutissez comme ça et que vous avez carrément les signaux physiques du stress, main moite, le tremblement. Picotis dans les doigts. Chaleur, rougeur. Tu peux être sûr que tu ne respires pas, que tu es en apnée. Ouais. Donc, disons qu'il y a 2 solutions à ça. Première solution, c'est quand tu es debout, mais tu peux aussi le retrouver assis, aller chercher un ancrage. Est-ce que quand tu parles debout, tu piétines, tu gigotes, tu es toujours les pieds en l'air quelque part, ça danse, ou est-ce que tu as des grands moments d'immobilité ? Donc, l'ancrage, c'est vraiment les pieds enracinés au sol. Si je te pousse, ça tangue pas. Et ça, je te passe les détails, mais ça va venir mobiliser tes abdos et donc ton diaphragme qui est le muscle de la respiration. Assis, est-ce que tu te fais happer par le moelleux du fauteuil et t'es sur tes reins ou est-ce que t'es assis sur tes fesses légèrement engagées ? Ça, c'est le premier levier. Et le deuxième, c'est d'éviter de
Ouais. prendre des grandes inspirations. Et au contraire, de prendre conscience que quand tu parles, il y a de l'air qui sort. Un exercice que je fais avant de monter sur scène, quand il y a un grand stress, justement complètement disproportionné en plus par rapport à la situation, où je viens de lire un mail qui tout d'un coup me prend la tête et je dois être convaincante juste après, j'envoie par la bouche un filet d'air, une expiration fine, comme un courant d'air, comme si je voulais éteindre la flamme d'une bougie. Et c'est pas yogi en mode décontracte, c'est vraiment un filet d'air puissant, fin, qui va venir à la fin chercher les abdos. Si tu souffles, tu te vides complètement de ton air, normalement à la fin tu vas sentir les abdos qui se serrent. Je confirme. Et quand tu arrives au bout de ton souffle, tu retiens ton air, tu déglutis, tranquille, et après tu reprends une petite inspiration de 2 secondes par le nez. Mais rapide, du coup tu reprends tout, mais rapidement. Non, tranquille. Sinon tu vas avoir tendance à faire... et à lever les épaules et à te gonfler. Donc c'est tranquille. En fait, on est déjà plein d'air, t'as pas besoin... Donc un grand filet d'air. Tu éponges les abdos, tu bloques 2 secondes et après, tout petit. Et moi, je fais ça, 5 secondes d'expiration, blocage de 3, inspiration 3. Ça, inspiration 2 ou 3. Ça vient d'une femme extraordinaire qui s'appelle Catherine Rétoré, qui donne des cours de respiration. Elle a donné des cours toute sa vie de respiration. Et je l'ai rencontrée il y a 5 ans et j'essaie, dès que je peux, d'aller à ses cours le lundi pour pratiquer ça. Et ça change tout. Et moi, je monte jusqu'à 12 expirations. Il y en a qui vont jusqu'à 22. Et tu vas voir que ça change tout ton rapport au stress. C'est vraiment comme une drogue. J'adore. L'état dans lequel tu es après ça, ou en tout cas l'état recherché, c'est un stress qui a baissé. Hein, c'est calme, ça Okay. Ton rythme cardiaque a baissé. Tu as pas l'esprit complètement congestionné avec le trou noir. Les gens qui ont des trous noirs, souvent ça peut m'arriver, ça. Blackout. Alors le cerveau, il est en mode... Donc ça, c'est un exercice super puissant. Et après, très techniquement, ça va avoir un impact sur ta diction, sur ta voix et sur ta présence. Si tu es en apnée, par exemple, on te pose une question, je me concentre pour bien répondre, je me mets en apnée. Et après, puisque je manque d'air depuis 1 minute, je vais faire un... Et souvent, ton cerveau, il n'a pas l'oxygène aussi pour réfléchir. Donc l'apnée, même dans l'écoute, moi je vous invite, ceux et celles qui écoutent, déjà à vérifier que vous n'êtes pas en apnée dans l'écoute, quand on vous pose des questions. Et ok, alors là par exemple, il y a des longs moments où c'est toi qui parles. Moi, comment utiliser ce temps d'écoute au mieux pour me réoxygéner, pour préparer ma prochaine prise de parole, tu vois. Je dois respirer. Est-ce que je dois, si je porte une conscience sur ma respiration, en gros, je dois exagérer un peu quelque chose? Enfin, il y a un truc que je dois conscientiser? Non, normal. Mais en fait, c'est simplement prendre conscience si oui ou non tu es en apnée. C'est tout. Si tu es en apnée, respire. Voilà, c'est tout. Okay. Et tu verras qu'on est très souvent en apnée. C'est fou, au supermarché, tout d'un coup. Tiens, qu'est-ce que je prends? De lait de tomate ou des concombres? Moment d'apnée. C'était plein de micro-apnées tout le temps. Et c'est tomates ou les concombres. Allez, je prends dilemme. Les deux. Je réfléchis plus, je prends Folie. C'est vendredi. Mais tu vois, on est tous en apnée. Moi, j'ai plein de moments où je suis en apnée. Plein de moments où je suis en apnée, quand je suis concentrée, et donc, c'est pas grave, c'est simplement s'en rendre compte. Et si tu veux bâiller, c'est la meilleure position. Pensé, et du coup, je bâille. Si tu as la meilleure position buccale, c'est aussi le bâillement. Ça relâche tout. En général, je fais un échauffement et à la fin, je dis aux gens baillez, grand, large. Okay. La position de la détente. Et d'accord. Et au niveau de la voix, c'est tout dans le souffle ou quand même tu fais des petits échauffements de voix? Oui, je fais des échauffements de voix, notamment pour sortir la voix. Ok. Là, tu vois, je la sens plus chaude. Au début, j'étais là, je la sens. Elle se chauffe, ma voix. Tu vois, j'ai pas fait d'échauffement, j'aurais dû. Moi non plus. Tu chantais en arrivant. C'est vrai. C'était pour toi. Ouais. Merci. Mais tu sais, la voix, ce qui est intéressant, c'est de la sortir fort de temps en temps. Alors, c'est pas forcément juste avant une prise de parole, mais est-ce que tu as l'occasion, dans ta douche, dans ta voiture, sur ton vélo, de tout d'un coup aller chercher l'extrême, le volume très fort, par exemple? Des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de parler fort, tu vois, ça peut se ressentir à un moment où on leur coupe la parole et ils n'arrivent pas à remettre du volume tout de suite parce qu'il y a toute une gymnastique, ils n'ont tellement pas l'habitude de la sortir que ça vient pas. Ça ne vient pas physiologiquement. Okay. Donc, chanter.
Ok, donc c'est pas forcément juste avant le Non. moment clé, c'est sortir du volume fort dans la douche, chanter Ouais, exactement. Explorer la palette. à plein de moments Ouais, quand tu peux dans ta vie, quoi. exactement. Ce que je recommande, alors quand même, je fais faire des échauffements, respiration, voix, diction avant, mais c'est plus une mise en route, un point de conscience en se disant, tiens, je vais prendre la parole, ça sera moi, ma singularité, ma couleur, mais c'est version plus plus. Ok. Donc c'est aussi psychologique, tu vois, cet échauffement, pour se rendre compte que tiens, je vais exagérer, je vais élargir, je vais pas parler comme je parle exactement samedi soir, par exemple. Ouais. Et Moi, version plus plus. C'est plus cool. plus, exactement, pour créer un moment, pour avoir l'exigence de la clarté, de dire attends, il y a des gens qui m'écoutent, qui sont assis, qui m'accordent du temps. J'ai cette exigence, tel un comédien qui est sur scène et où il y a des gens qui ont payé leur place, qui ont fait le trajet, qui parfois programment leur dîner avant dans un restaurant parce qu'ils se sont organisés, ils sont là, leur portable éteint, tous les regards qui convergent vers la scène, mais c'est fou. Et nous, quand on fait des visios, c'est pareil. Alors malheureusement, les concentrations, les écoutes sont volatiles, mais on a ce devoir, Ouais. tu vois, d'avoir un corps plus, une structure et d'aller chercher l'écoute. Et ben justement, comment tu fais pour... là, je pense qu'on peut parler du non-verbal, de plein de choses, mais comment tu fais pour capter l'attention et surtout la conserver? Alors, déjà, il faut que ce soit clair. On revient à la structure, la clarté, la rigueur. À partir du moment où c'est brouillon, où c'est incohérent, où ça manque de logique, on décroche. D'ailleurs, je vais faire un petit rappel de structure. Tu vois, j'aime bien au milieu du podcast. Là, on a parlé donc des étapes pour se muscler sa propre prise de parole. Et donc, on s'est posé la question d'abord, l'étape numéro 1, c'est à qui je vais parler, quel va être le lieu, quel va être l'environnement. Et donc, c'est bien de prendre conscience de ça. C'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2 que j'ai notée, c'est oui, quel va être le format aussi. Hein. Est-ce que c'est un format court, un format long, etc. C'est important. Quelle histoire je vais raconter. Donc, on a parlé de plusieurs formats aussi d'histoire. L'histoire plutôt storytellée où je vais prendre une histoire du quotidien qui converge vers une idée que j'ai déjà en tête que je veux faire passer parce que c'est une idée, une idée. Ou il y a le format de la pyramide inversée où je donne tout de suite mon idée et les arguments ensuite et je peux dérouler. Et pour faire ça bien, c'est bien de penser à pas être en apnée, à respirer, sans en parler de la partie physique de l'exercice et à reprendre conscience en permanence pendant l'exercice de je respire en fait, je respire pour porter ma voix. Et on s'est dit que l'entraînement pour l'entraînement à la voix, finalement, il se fait tous les jours. Essayer d'élever sa voix, de chanter, de s'entraîner à parler fort ou à chanter dans la vie de tous les jours et potentiellement de faire un petit exercice avant pour se motiver, prendre conscience. Mais donc maintenant qu'on a fait ça, on est dans l'exercice et là, les gens, ils regardent leur portable ou on peut les perdre. Comment on fait quoi? Donc, première étape, c'est la clarté. Deuxième étape, pour captiver, ça va être de diversifier ton fond. Donc là, on est toujours sur le fond. Est-ce que j'ai assez de contenu type scientifique, arguments bien ciselés pour les cerveaux rationnels? Est-ce que j'ai quelques histoires, si besoin, pour les cerveaux un peu plus émotionnels? Bon, même si ça veut rien dire, mais tu as compris l'idée. Ouais. Est-ce que j'ai, par exemple, un moment d'interaction où je vais poser une question? Est-ce qu'il y a tout d'un coup quelque chose de plus poétique qui advient? Il y a un conférencier que j'adore, Aurélien Barraud, physicien qui est spécialiste des trous noirs à Grenoble. Lui, il y a tout. Dans sa conférence, peu importe si tu es d'accord avec lui, il a parfois des idées bien tranchées, mais le format de ses conférences est exceptionnel. Il est capable de passer d'arguments très scientifiques à l'ironie, à de l'humour, à du très sérieux, à des punchlines, à tout d'un coup il va déclamer une poésie en plein milieu, ça va venir te cueillir, et tu ressors de là, t'es chargé, t'es nourri. Donc, la clarté, la diversification. Et troisième étape, c'est uniquement sur le rythme. Comment est-ce que tu arrives à rompre de temps en temps ta monotonie? Ouais. Donc, imagine, je sais pas, toi, si tu parles plutôt fort, plutôt bas, plutôt vite, plutôt lentement, plutôt normal. Je parle avec les mains. Ce n'était pas la question. Je sais. C'est intéressant de savoir si tu as Plutôt une fort, norme. plutôt tu vois. fort. Voilà, si tu parles plutôt fort et vite, c'est ta norme. Et de temps en temps, d'ouvrir des brèches, des fenêtres d'air où tu vas aller chercher le volume un peu plus faible et la lenteur. Donc, varier le débit, varier le volume et varier
aussi la qualité des silences. Est-ce que dans tes prises de parole, tu as de la place pour insérer quelques silences qui vont venir créer une tension? Si je te dis, en 2018, on a fait ça, en 2020, on a fait ça, en 2024, on va faire ça. Tout de suite, il y a ce qu'on appelle l'acmé, le paroxysme, le climax. La phrase qui monte, ça s'appelle la protase. C'est la parenthèse grammaticale de ton podcast. Et la phrase qui descend, c'est l'apodose. Et les silences que tu mets dans ta prise de parole est là pour captiver. Donc il faut sentir quand les attentions se ramollissent, quand ça décroche, et de pouvoir changer quelque chose. C'est vraiment le pouvoir de la rupture. Quand on a des notes, là par exemple aujourd'hui, j'ai quand même des questions, j'ai une petite trame, j'aime bien en plus prendre des notes. Est-ce que toi, ton conseil, c'est de se libérer des notes? Est-ce qu'il y a un meilleur conseil pour ça? Pour ça gérer dépend. une prise de parole avec des notes, j'entends. Parce que il est très tentant de tout marquer. Et là, c'est impossible. Soit on apprend par cœur, soit du coup on lit. Ou parfois, certains se débrouillent très bien avec des petits bullet points. Quelle est ta reco là-dessus pour se détacher un peu des notes tout en restant fidèle à j'avais ma structure et quand même, il y avait beaucoup d'infos, donc je ne veux pas en rater, quoi. Oui. Il y a des personnes avec qui je travaille qui sont obligées d'avoir des discours parce que c'est des sujets très touchy, très délicats. Et donc, par exemple, les hauts fonctionnaires, ils ont des discours tout faits. Ouais. Donc là, l'objectif pour ramener un peu de vie, c'est de glisser quelques silences pour pouvoir connecter avec le regard. Toujours les silences. Et ça va créer une musique différente, ça va donner de la vie à ton discours. Et pourtant, ils lisent. Et ils lisent. Alors, il y en a certains, quand ils sont très forts, ils arrivent à lire très vite la phrase et essayer de la reformuler en live. Mais bon, ça demande un cerveau bien capé, bien puissant pour tout de suite lire la phrase et être capable de s'en détacher. Surtout, parfois, c'est pas toi qui as écrit le discours, donc c'est extrêmement exigeant de complètement se détacher. Ensuite, il y a des personnes qui écrivent pour se rassurer. Donc, pourquoi pas? Ça dépend où tu en es dans ton travail. Si ça te rassure dans un premier temps et que ça te permet d'accepter des invitations, de prendre la parole sans te mettre la rate au courbouillon la veille, why not? Et tu as des personnes qui prennent des notes avec les bullet points. Mais en tout cas, l'idéal, c'est de glisser des silences pour, en effet, ne pas avoir comme intermédiaire entre toi et ton audience, toi et tes interlocuteurs, cette feuille qui parfois nous prive de tes yeux, de ton regard, de ton sourire et de la connexion. Ouais. Ok. Et donc, si je bascule plutôt sur pas le milieu politique ou fonctionnaire, plutôt le milieu de l'entreprise, je suis dirigeant ou manager, j'ai quand même un truc un peu, je sais pas, ça peut même être une présentation avec des slides, mais qui est un peu longue. Toi, si je suis méga flippé, etc., tu recommandes quand même plutôt, par exemple, d'avoir des notes que d'essayer de tout apprendre par cœur, parce que c'est impossible. Non, mais surtout, n'apprenez. Par contre, il y a un truc, il faut surtout jamais apprendre par cœur. Parce que là, alors, sauf si tu es comédien et que tu es payé pour ça, mais sinon, c'est très dur parce que si tu as le moindre trou, tu es perdu. Ouais, c'est foutu. Parce que tu ne penses pas à ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça se voit. Les personnes qui récitent et qui ne pensent plus à ce qu'elles disent, ça se voit direct. Donc, je te recommanderais d'avoir un papier avec tes notes. Moi, j'aime bien, dans le monde de l'entrepreneuriat, dessiner la pyramide. Là, j'ai des personnes qui dessinent visuellement la pyramide ou qui font des mind maps visuellement pour avoir les idées. Et ils arrivent avec ça. Ok, et donc on peut se détacher des notes. Moi qui suis visuel, c'est un bon tips pour moi. En dessinant la pyramide, l'idée principale et toutes les idées. Surtout si tu as tendance à avoir la tchatche et tu te dis la pyramide, c'est pas très naturel. Et là, il faut que tu sois vraiment pyramidal pour ce coup-là. Ah, tu te la dessines, je veux dire, tu y arrives, tu la vois, tu y penses. Ah ok. Non mais c'est top parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup ce cas de figure de prise de parole qui sont pas non plus une grande conférence ou préparée pendant 2 semaines ou un discours de mariage que tu as quand même là, il y a une petite préparation et en fait c'est super dur dans ces moments un peu intermédiaires où c'est quand même des moments en jeu, mais je passe dans un podcast, je vais me faire interviewer, j'ai un petit passage média, j'ai quand même 20 minutes à parler devant mon équipe. C'est vrai qu'il y a donc pas tout apprendre par cœur, mais donc est-ce que je fais des bullet points, est-ce que je prends, et c'est souvent les gens n'ont pas le temps en plus, et donc la pyramide c'est un bon truc. Il faut que tu testes aussi pour voir où tu es à l'aise. Chacun a un rapport différent à ça, à la préparation. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup préparer, puis après ils sont à l'aise et hop, ils n'ont plus besoin de leurs notes. Non, c'est vrai. Et dernière non, enfin, je sais pas la dernière question. C'est parmi les dernières questions. J'ai une question
que je trouve qui est super dur. On doit souvent se présenter, tu vois. Et comment, là, je suis pas devant mon équipe, j'ai un passage extérieur, je sais pas, je suis dirigeant, manager, et je passe à l'extérieur, je dois quand même me présenter en 2 minutes, ce que tu as très bien fait tout à l'heure. Comment on se présente bien? Ça dépend de l'audience aussi, ça dépend de... Non, alors c'est vrai qu'il y a un réflexe Qui suis-je? qui suit la logique fonctionnaliste aujourd'hui. On se définit par notre fonction. Oui. Donc, je suis Catherine, DAF chez Decathlon, j'habite à Lille et j'ai 60 ans. Je dis n'importe quoi. Donc, on se définit par notre métier. Et c'était d'ailleurs valable à l'école. Je suis Estelle, un 5e B au lycée La Fontaine. Et d'ailleurs, ça a toujours été plus ou moins comme ça. Au Moyen-Âge, tu sais, on se définissait par le lieu où on était né. Et ça avait un impact sur l'appartenance à un certain groupe. C'est le fameux Jean de Montmirail. Oui. Et je dirais que moi, il y a plein de fois où je dis bonjour, je m'appelle Estelle, je suis comédienne et coach en prise de parole en public. Ça va dépendre de ta volonté de réenchanter quelque part aussi ta présentation pour tout de suite attaquer avec quelque chose de rafraîchissant pour toi parce que ça va avoir un impact aussi sur la suite. Donc, je suis tombée il n'y a pas longtemps sur la page de, je sais pas si tu vois, Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur qui vulgarise les sujets climatiques et énergétiques. Et aller sur sa page, il a une page qui s'appelle « Qui suis-je ?» Et alors, il te dit oui, hélas, je ne peux pas passer tout mon temps à éditer ce site de vulgarisation et j'ai quelques petites activités annexes. Et là, il les a classées en 3 en disant voilà les activités qui remplissent mon frigidaire. Les activités qui remplissent parfois mon frigidaire, les activités qui vident mon frigidaire, mais ça me plaît. Mais qui remplissent son cœur, quoi. Et il m'a fait beaucoup rire. Il a mis 2 autres blocs avec ce qui me plaît, 3 petits points. Il a mis une photo de la montagne. Et quand j'étais petit, 3 petits points, j'ai fait Polytechnique. Et je trouve ça rafraîchissant, c'est drôle. À un moment, t'as un dessin de sa fille, donc ça vient ouvrir les imaginaires. Et je trouve que ça résonne avec l'image qu'il dégage, où il y a toujours quelque chose de drôle chez lui. Donc, je dirais, il faut tester des choses. Et quand tu as des formats longs comme celui-ci, tu vois, d'aller chercher d'autres choses qui ne sont pas que liées à ton métier pour pouvoir aussi donner envie. Moi, j'aime bien imaginer qu'il y a un test de ping-pong de rebond. Je t'envoie une balle, est-ce que tu as envie de poser une question sur ma maman qui est coupe-feu ou j'ai très envie, c'est pas le sujet du podcast, mais tu vois, le petit village, que ça donne envie de questionner. De rebondir. Exactement. Non mais ok. Et parce que moi aussi, ça m'a souvent gêné, c'est qu'effectivement, on se présente plus par ce qu'on fait que qui on est. Sauf qu'en fait, qui on est, peut-être que les gens n'ont rien à faire aussi, ça dépend de l'audience. Hein. Et parfois, le qui tu es, ça peut partir très très loin, justement. Donc, il y a toujours un truc de est-ce que j'ai 10 secondes ou est-ce que j'ai 1 minute? Parce que sinon, moi, j'aime bien commencer par dire que j'adore la nature, que je cours, que j'aime bien la montagne, que j'aime bien l'outdoor, que j'aime bien le temps long. Moi, je trouve ça super précieux et je pense que personne s'en fout. Que je viens de la Drôme, que j'ai une énorme dissonance parce que quand j'étais petit, je voulais travailler partout sauf à un bureau et qu'aujourd'hui, je passe 10 heures par jour à un bureau, tu vois. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs un peu drôles, tu vois. L'adulte que je suis aujourd'hui, il y a 2-3 trucs qui vont pas par rapport à l'enfant qu'il visualisait il y a 20 ans. Donc, tu vois, il y a plein de trucs, tu vois. Et, je trouve ça génial. Mais c'est dur de prendre le temps de. Mais tu vois, tu l'as fait en 1 minute. Ouais. Là, je l'ai fait en plus à l'arrache, mais parce qu'on est dans un cadre de confiance, d'échanges quand même plus profonds que certains échanges très superficiels d'entreprise. Oui, mais tu vois, je pense qu'il y a les échanges superficiels sont là parce qu'on en est responsable. Ouais. Les échanges le midi de l'enfer à table avec des collègues où il n'y a rien qui se dit, on en est responsable. Ça ne tient qu'à toi d'amener de la profondeur à ces conversations. Alors après, si tu dis non, j'ai pas envie, ça c'est une première chose, et moi je comprends totalement de ne pas avoir envie de ça, mais si tu en as envie, tu peux, et j'ai peut-être trop foi en l'humanité, mais je suis persuadée que tout le monde s'intéresse à une certaine curiosité pour les univers des uns et des autres. C'est un défi, ok. Défi de se présenter par qui on est plutôt que par qu'est-ce qu'on fait. Mais encore une fois, il y a plein de cases où tu dis simplement ce que tu fais et c'est très bien aussi. Flemme. Ouais, exactement, flemme, parce que ça demande une petite énergie et il y a des moments où juste
tu trouves le refuge dans ta fonction. J'ai 3 dernières questions. L'antépénultième, c'est j'ai vu que tu avais coaché, je me mets moi-même des petits bâtons dans les roues, quoi. Allez, challenge. Comment t'as coaché Miss Ukraine? Je me demandais comment on coach une Miss. Alors pour coacher une Miss, tu as un travail quand même de préparation mentale, gestion du stress, visualisation, parce que c'est une compétition qui est assez dure. Tu as des femmes qui se battent depuis longtemps pour accéder à ce concours qui est pour elles le signe d'émancipation, de liberté. Donc, tous les coups bas sont possibles. Il faut se préparer mentalement. Et deuxième chose, je dirais spécifique au coaching d'une Miss, c'est le travail qui est aussi assez difficile. Tu sais, ils ont une question qu'elle tire en l'occurrence. Et c'est des questions super larges. Comment sauver la planète, comment c'est en direct. Et c'est en 1 minute, en direct. Donc tu tires ton papier, tu vois la question, et tu as une petite musique au bout d'1 minute qui te dit tais-toi. Donc en général, on n'a aucune réponse à ces questions-là, surtout en 1 minute. Donc je fais un exercice que j'appelle la poubelle créative, où je lui dis parle-moi. Imagine le sujet, c'est santé mentale. Parle-moi de la santé mentale des adolescents. Blablabla. Bla, 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 bla. Pendant 8 minutes. Je mets un chrono et au bout de 8 minutes, moi j'ai noté quelques fils qui me semblent intéressants à tirer et je lui dis vas-y maintenant, prends 5 minutes et écris-moi l'histoire de ces 2 fils-là. Et à la fin, on fait des mind maps, des patates. Je colle une feuille au mur, grand mur, et on a tous nos sujets avec à chaque fois un point de vue et une petite anecdote personnelle qui rentre en 1 minute pour incarner ces réponses à ces questions horribles. Ah, c'est super, ok. Et elle a gagné son concours parce que c'était Miss Univers. C'est ça, ah ouais, là, donc là, elle avait déjà gagné le concours de Miss Ukraine. Oui. Et, okay. Elle préparait Miss Univers. Mais elle était géniale et c'est des parcours incroyables. Ces filles-là, tu as l'impression, je sais plus quel âge elle avait, mais tu as l'impression qu'elle a vécu 40 vies. En plus, l'Ukraine, tu vois, en pleine guerre, avec des parcours, waouh, on n'a pas les mêmes vies, quoi. C'était incroyable de la rencontrer. Mais comment elle t'a contacté? Enfin, c'est absurde. C'est un hasard C'est absurde. J'étais au camping. Ah, petite histoire, j'étais au camping. À minuit, je reçois un mail d'une boîte de production américaine parce que c'était filmé pour une plateforme. Ils accompagnaient Miss Ukraine et ils voulaient, lors de son passage à Paris, la coacher en prise de parole. Mais si tu veux, mon site à l'époque n'était pas en anglais. Je sais même pas comment ils sont tombés sur moi. Je te dis, t'es la première sur Google quand j'ai cru que c'était une blague. J'étais avec des copains dans un petit bungalow. Je dis vas-y, je leur dis oui. Et jusqu'au bout, je me suis dit mais c'est pas vrai. Comment ils ont pu atterrir sur mon profil? C'était absurde. Trop forte. Absurde. La magie d'Internet. Ah, bravo. T'as parlé d'Aurélien Barraud tout à l'heure. Je me demandais d'un point de vue de la prise de parole, pour toi, quelles sont les personnes les plus inspirantes dans le paysage médiatique français? Ouais, Aurélien Barraud, je l'adore. Et pour la poésie, et c'est vrai que depuis quelques années, j'aimerais beaucoup arriver à poétiser davantage la parole, que ce soit par du jeu de mots, par des images, par juste de la poésie pure. Tu as chez les écolos, tu as Camille Etienne, l'activiste, elle est forte. C'est une femme qui travaille énormément, donc elle a toute la partie rigueur, chiffres, et à la fois elle dégage beaucoup de calme, beaucoup de spontanéité, et elle va toucher aussi à la poésie, dans le sens où elle travaille via l'art. Elle a réalisé un film, elle a co-réalisé un film où elle a fait monter 100 musiciens sur un glacier, et là tu te prends un shoot de frissons. Donc très intéressant ce mélange-là. Et je te dirais Delphine Orviller, incroyable. Pour la qualité de ses histoires, elle a une culture générale incroyable. C'est formidable. Et un petit dernier pour la route, tu as quand même Alexandre Astier, je crois que c'est un de mes chouchous. Ouais, mais il est trop fort, lui. Incroyable. Et si tu l'as pas vu, je pense que je te l'avais envoyé, la vidéo qui s'appelle La Veillée, le grand méchant loup. Non, tu l'as pas vu? Non, mais elle est géniale, cette vidéo. C'est 20 minutes, regardez-la, c'est incroyable. Mais lui, c'est le boss du boss. Enfin, pour moi, il est pas que en prise de parole préparée, juste j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il parle, tout le monde l'écoute, quoi. Ouais, et là, c'est du magistral. Et justement, là, il commence 2 histoires. Il était une fois, blablabla, qui sont vraies, les 2. Et tu te dis, mais
Et donc, il commence une histoire, après, il commence la deuxième, il reprend la première, il continue la deuxième, et tu te dis, mais quel est le lien entre les deux? Et à la fin, point de convergence. Et regardez là, avec l'oreille de l'orateur, il n'y a aucun mot parasite, que des beaux micro-silences, des happés. Et je dirais aussi quand même Jean-Marc Jancovici, dont on a parlé, qui a l'art de la punchline. Il a vendu, je crois, c'est le livre le plus vendu de 2022, c'est sa BD. D'accord. Le Monde sans fin, lisez-la aussi si vous ne l'avez pas lu, c'est génial en images. C'est lui qui dit que chaque Français vit en moyenne avec 400 esclaves domestiques toute la journée pour produire l'énergie, ton chauffage. Et à chaque fois que tu appuies sur ton mixeur pour faire chauffer ta soupe, tu as 4 cyclistes qui sortent de ton mixeur. Donc, il a des images qui sont percutantes. C'est inspirant. Ouais. Ok, belle reco. Merci beaucoup. Moi, dans le paysage, ça me fait penser quand tu parlais de Camille Etienne, dans le paysage plus entrepreneurial, mais quand même en rapport avec le climat, je trouve très très fort Arthur Aubeuf dans ses prises de parole. Il a quand même l'art d'avoir cette spontanéité à chaque fois et de trouver les mots justes et d'être très inspirant. Voilà, ça c'était Carrément, très petite fort, ref, très tu fort, m'y as fait Arthur. penser. Et je me demande d'ailleurs s'il travaille beaucoup ça, parce qu'il a l'air juste fort comme ça, quoi. Ouais, moi j'ai coaché quelques personnes de son équipe. Après, Arthur, je pense qu'il adore. Il y a un désir très fort de ça et tu sens que il est habité par ça. Il a un plaisir à aller prendre la parole et à bousculer, à défendre ses idées. Non, c'est clair. Et on en revient sur il faut que ce soit vrai. Ouais. Et toi, si on veut bosser avec toi ou se faire accompagner par toi ou juste te joindre, quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre? Sur la planète LinkedIn. C'est vrai, c'est le meilleur moyen de te joindre? Ouais. Ok. Et t'as quand même un site aussi. Oui, j'ai un qui est site très bien internet, référencé. estelleas.com. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Magnifique. Voilà. Est-ce qu'on va mettre une chanson après cet épisode? Ah, on peut mettre une chanson. On peut mettre une chanson après cet épisode, comme on l'avait fait la dernière fois. C'était l'épisode 5. On aurait dû l'annoncer avant pour retenir. Oui, pour retenir. On a tout raté, raison. on refait Mais tout. je pourrais faire une petite intro annonce. C'est vrai que épisode 5, Allez. on avait mis une super chanson d'Estelle, et là, ça va être l'épisode peut-être 65. Enfin, on a eu 60, Incroyable, et donc- bravo à toi. Est-ce qu'on sait ce que ça va être la chanson? Non, mais je l'enregistre demain pour toi. Ah, mais non, mais c'est trop bien. Bon, bah merci. Donc, je ferai une petite annonce au début. Allez. Merci. Merci Mathieu. Ça y est. Septembre t'éclaire. Comme une fin de chapitre dans l'air. Reste la lune, le vent, le sable, l'odeur de liqueur. Reste son odeur. T'as essayé de l'aborder tout l'été, vos épaules se sont frôlées, vos yeux ont dansé. Mais attends 2 secondes. Est-ce que t'as vraiment essayé? D'un coup ça retombe, tu réalises que tu t'es contenté des 32 degrés. Mais ça crève la terre, tu la veux avec toi, alors vas-y, lève-toi. C'est maintenant ou jamais, rejoins-la, appelle-la. Regarde, le ciel brûle encore de l'été, c'est ta chance. Prends tes rêves, fais-en des bras. Allez là. Quoi, t'es encore là? Cours. Ce soir, dessine ton rivage. Ce soir, c'est l'amour à la plage. Ce soir, j'irai danser le mambo au Royal Casino sous les lambris rococo. La pluie viendra me faire oublier. Tu me feras rêver comme les chansons d'été. C'est l'amour à la plage, aou, cha cha cha, et mes yeux dans tes yeux, aou, aou, baiser coquillage, aou, cha cha cha, entre toi et l'eau bleue. La mer, quand vient le temps des vacances, c'est le temps de la danse entre tes bras toutes les nuits. Et si
j'ai le cœur tout retourné. Là je t'embrasserai jusqu'à la fin de l'été. C'est l'amour à la plage, ah oh, cha cha cha. Et mes yeux dans tes yeux, ah oh, ah oh. Baiser et coquillage, ah oh, cha cha cha. Entre toi et l'eau bleue. C'est maintenant ou jamais, rejoins-la. Attends, t'es encore là? Appelle-la. Vas-y. Lève-toi, on se prend tes rêves. Ça crève la terre, tu l'avais avec toi. Vas-y, lève-toi. C'est maintenant ou jamais, rejoins-la. Appelle-la. Dessine ton visage. Et si j'ai le cœur tout retourné, là je t'embrasserai jusqu'à la fin de l'été. C'est l'amour à la plage, ah oh, cha cha cha. Et mes yeux dans tes yeux, ah oh, ah oh. Baiser et coquillage, ah oh, cha cha cha. Entre toi et l'eau bleue. C'est l'amour à la plage. Et mes yeux dans tes yeux. Baiser et coquillage. Entre toi et l'eau bleue. C'est l'amour à la plage. Et mes yeux dans tes yeux. Baiser et coquillage. Entre toi et l'eau bleue.